Alors, Nalida et moi, on a convenu d'une présentation conjointe que nous souhaitons aussi cohérente que possible. Donc, il y aura deux présentations PowerPoint, mais qui, en principe, se complètent l'une l'autre et on les a regroupées sous cet intitulé L'art pratique sociale qui défie la régulation juridique. Notre objectif, on est conscient que vous êtes un public hybride, corrigez-moi si je me trompe. Probablement que la plupart d'entre vous êtes inscrits et inscrites au séminaire Fondement des études en droit et société. Est-ce que c'est le cas? Une majorité d'entre vous, probablement. Mais c'est également une activité scientifique du CRDS. Donc, il se peut qu'il y ait des gens ici qui ne soient pas inscrits au cours du Fondement des études en droit et société. Peut-être même y a-t-il parmi vous des spécialistes de l'art, de l'histoire de l'art ou de la sociologie de l'art, par exemple. Je l'ignore. Je vais faire une présentation, et Nalida aussi. La mienne, elle est faite en tant qu'amateur d'art, mais je ne suis ni spécialiste de l'art, ni spécialiste du droit des arts. Je suis un amateur d'art qui s'est intéressé à l'art comme phénomène artistique d'abord et avant tout, depuis l'adolescence, et plus récemment, à la faveur d'une année sabbatique, au rapport entre l'art et le droit. Les années sabbatiques, ça sert à ça, à se ressourcer. Donc, il y a quelques années, je me suis intéressé assez sérieusement au rapport entre l'art et le droit. Et ça explique que je sois devant vous maintenant pour vous en parler. C'est la première fois que j'aborde ce sujet dans une activité scientifique. Alors, ce que je présente, c'est un work in progress, comme diraient peut-être certains artistes. Je ne suis pas toujours très satisfait de ce que je vais vous présenter, mais c'est quelque chose qui est appelé à se bonifier avec le temps, je l'espère. Alors, nos objectifs, le mien et celui de Nalida, sont doubles. D'abord, mettre en lumière l'art comme une pratique esthétique, bien entendu, mais aussi comme une pratique sociale, influencée par les développements dans la société, dans l'économie, dans la politique aussi. Une pratique esthétique et sociale qui, en évoluant, pose des problèmes nouveaux au droit et problèmes auxquels le droit n'a pas toujours trouvé de réponse adéquate encore. Et le deuxième exemple, le deuxième objectif, c'est d'illustrer l'apport potentiel d'une approche droit et société. Vous êtes tous là ici parce que vous êtes en droit et société. Comment une telle approche peut nous aider à comprendre cette pratique évolutive à travers un cas précis qui est celui du graffiti comme pratique artistique contemporaine. Alors, il y aura deux présentations. Ah, ça a bloqué. C'est pas normal. Peut-être le Bluetooth qui se transpose. Peut-être le faire manuellement, je sais pas. Ouais, avec la petite flèche. Ouais. OK, là, ça avance. OK. Alors, le plan, ben, il y aura deux présentations PowerPoint différentes. La première sur l'art comme pratique évolutive et la deuxième sur le graffiti proprement dit. Alors, allons-y avec l'art en tant que pratique esthétique, mais sociale, qui est en mouvance. Je ne parle pas d'évolution, puisque la vision optimiste de l'art comme étant en évolution de façon linéaire, du progrès artistique, c'est une notion qui est plus ou moins discréditée aujourd'hui. On reconnaît que l'art est certes en mouvance, mais qu'il n'évolue pas nécessairement dans le sens d'un progrès, qui définirait d'ailleurs le progrès. Alors, je préfère parler d'une pratique en mouvance, qui change, dont les formes évoluent, changent avec le temps. Il faut faire un petit peu de retour sur l'histoire de l'art, pardonnez-moi pour ceux qui ont déjà fait ça et qui en savent beaucoup plus que moi là-dedans. Dans une étape historique, je m'attarde surtout ici à l'histoire de l'art occidental, n'est-ce pas? Donc, dans une période qui remonte à la Renaissance ou à peu près et qui s'est étendue jusqu'à la fin du 19e siècle environ, début du 20e, l'art était axé sur la figuration, une figuration classique, qui prenait des formes artistiques différentes selon les époques. On a d'abord commencé par la période baroque, dont on voit ici un exemple en haut à gauche, une période qui s'est beaucoup développée en Italie. Il y a eu après ça une approche plus tard dans le temps, le néoclassicisme, dont on voit ici une autre illustration. Et on a assisté au 19e siècle à une forme un peu plus moderne qu'on appelait l'académisme. Qu'est-ce qui caractérise ces trois variantes de la figuration classique? Eh bien, c'est d'abord que c'est un art figuratif, n'est-ce pas? Chacune des œuvres qu'on a vues représente quelque chose. Une scène biblique, une scène allégorique, une scène de paysage ou tout simplement une personne. Mais c'est toujours un art figuratif.
C'est aussi un art qui est inspiré par un idéal de la beauté. J'aurais pu mettre un B majuscule. La notion de beauté était très présente dans l'activité artistique à cette période et elle était très valorisée. Et il y avait des critères de beauté aussi sur lesquels je vais revenir brièvement tout à l'heure. C'était un art largement commandité, commandé par des puissances. À une certaine époque, au début, ces puissances, c'était surtout l'épiscopat qui commandait à des artistes des œuvres, mettant en lumière la divinité, le respect dû à la divinité, par exemple. Après ça, il y a eu le pouvoir politique qui, à son tour, s'est mis à commander des œuvres à des artistes. Et avec le développement, surtout aux Pays-Bas et en Angleterre, du capitalisme marchand, on a vu apparaître une classe moyenne, bourgeoise, qui avait les moyens, à son tour, de commander des œuvres d'art. Et donc, à ce moment-là, ça répondait davantage à des commandes liées à l'argent plutôt qu'à l'Église ou à la foi. C'est aussi une période artistique où les sujets qu'on représente sont hiérarchisés. Le sujet religieux a longtemps été le sujet privilégié par l'art. Après coup, sont venus des sujets plus mondains, le paysage, la nature morte, le nu. Tout ça, ce sont des sujets qui, au départ, étaient bien inférieurs aux sujets religieux, mais qui ont occupé une place de plus en plus importante dans l'art au fur et à mesure que la nature des commandes qui étaient faites aux artistes changeait. Il y avait toujours une hiérarchie des sujets, ou en tout cas jusqu'au 19e siècle, il y avait une hiérarchie assez claire des sujets qui a pu varier dans le temps. Ces artistes qui répondaient à des commandes devaient respecter des règles formelles, des règles de l'art, justement. Par exemple, la notion de perspective qui est apparue assez tard dans l'histoire de l'art. Eh bien, dans ces périodes plus récentes, les artistes devaient observer les règles de la perspective, devaient respecter aussi les proportions des éléments qui apparaissaient dans leurs œuvres, devaient respecter la composition d'une œuvre et même les couleurs qu'ils choisissaient, des règles formelles. Et le statut de l'artiste, durant cette période, a évolué aussi. À l'origine, au Moyen Âge, par exemple, les artistes n'étaient pas des artistes, on les considérait comme des artisans, tout simplement, comme de bons techniciens capables de reproduire un dessin ou une image quelconque. C'est avec le temps qu'on les a considérés comme des artistes. Ce statut d'artiste a été consacré au 19e siècle surtout par la création des académies qui reconnaissaient le statut d'artiste à telle ou telle personne. Une fois admis dans l'académie, on était certain d'avoir des commandes et de bien vivre. En revanche, si on était exclu de l'académie, on était condamné à vivoter. Alors on comprend que les académies ont été contestées au milieu du 19e siècle. Par exemple, lorsqu'on était refusé dans une académie, on n'avait pas le droit d'exposer dans les grands salons. Eh bien, ceux qui étaient refusés ont créé leur salon des refusés pour exposer leurs propres arts dont l'académie ne voulait pas. Et les peintres impressionnistes ont été les plus célèbres parmi ces refusés. Au 20e siècle, une nouvelle époque, une nouvelle tendance apparaît qu'on appelle aujourd'hui le modernisme, dont les deux représentants peut-être les plus emblématiques sont en Europe Picasso, bien entendu, et en Amérique du Nord, Jackson Pollock. Picasso, bien entendu, connu pour, entre autres choses, pour le cubisme, dont on voit ici une œuvre parmi d'autres. Jackson Pollock, lui, c'est plus tard, c'est dans les années 40, et ce n'est même plus du cubisme, c'est ce qu'on appelle l'action painting. Donc Pollock se place littéralement debout sur une toile et, selon son inspiration, fait du dripping, c'est-à-dire qu'il étend de la peinture de diverses couleurs selon son inspiration, et ça donne ce genre d'œuvre immense qui vaut plusieurs millions aujourd'hui. Ce genre de toile vaut une fortune, tout comme les œuvres de Picasso. Alors, qu'on soit dans l'approche de Picasso ou dans celle de Pollock ou dans d'autres représentants de cette tendance, il y a certaines caractéristiques. Bien sûr, je simplifie. Alors, on voit apparaître l'abstraction. L'art n'est plus nécessairement figuratif. Il y a encore de la figuration dans l'art, mais ce n'est plus une exigence. Les règles formelles de composition, de perspective, par exemple, sont abandonnées, en tout cas moins valorisées. Les académies, il y en existe encore, mais elles n'ont pas du tout le pouvoir qu'elles avaient au 19e siècle. Et ce n'est plus du tout une condition de réussite pour un artiste que d'appartenir à une académie. Je dirais même que ça peut lui nuire s'il appartient à une académie, parce qu'on l'associe très vite à des formes réactionnaires d'art.
On voit apparaître aussi, puisque les commanditaires ont changé, des gens qui ont les moyens de se commander des œuvres pour eux-mêmes. Donc, un marché non institutionnel de l'art. C'est là qu'apparaissent, entre autres, les grands collectionneurs. Et plutôt que d'insister sur le plan esthétique, là, sur le respect des règles formelles, on va insister sur la sincérité de l'artiste, sur son intériorité. On va moins se demander si c'est un bon technicien, on va se demander si c'est un artiste qui a quelque chose à dire. Et à la limite, on va voir son œuvre comme étant, presque de façon peut-être trop imagée, l'expression de son âme. À tel point que certains artistes vont être connus justement pour avoir une âme tourmentée. On pense à Van Gogh, par exemple, qui a connu le destin qu'on connaît, ou encore à Jackson Pollock lui-même, qui s'est suicidé à la fin des années 40, au début des années 50. Donc la figure de l'artiste maudit, c'est un peu une vision romantique de l'artiste qui exprime son âme à travers ses œuvres. Et arrive ce que j'appelle ici le choc du Champien. Je ne sais pas si vous avez pu voir dans ma diapositive initiale, j'avais mis à côté du titre une photo où on voit une personne qui visite un musée et qui admire à travers une cage de verre cette œuvre de Marcel Duchamp que Duchamp a intitulée Fontaine. Cette œuvre, elle est iconique de l'art du 20e siècle. Duchamp ne s'est pas donné beaucoup de mal pour la créer. En fait, il a acheté cette urinoir dans une quincaillerie à New York. Et il a décidé de l'exposer lors d'une exposition qui avait lieu à New York à ce moment-là, en 1917. Et pour lui donner le statut d'art, il a apposé une signature ici, qui n'est même pas la sienne d'ailleurs. Il n'a pas signé M. Duchamp, il a signé R. Mott. On ne sait pas qui est R. Mott, cette personne n'a probablement jamais existé. Et il a mis la date 1917. Et dans sa façon de voir les choses, l'ajout de sa signature suffisait à conférer à cette urinoir devenue Fontaine le statut d'œuvre d'art. Je vous disais qu'elle est iconique, cette œuvre de Duchamp, parce qu'on en retrouve toutes sortes d'itérations différentes dans l'art subséquent du 20e siècle. Ici, par exemple, quelqu'un a, à la manière de Magritte, qui disait, n'est-ce pas, ceci n'est pas une pipe. Bien, cet artiste a pris l'urinoir de Duchamp en disant, ceci n'est pas une fontaine. Ici, on s'est servi des critères du nu classique pour reprendre la fameuse signature de Hermott. Quelque part en Europe, probablement en France, quelqu'un a eu la bonne idée de baptiser les toilettes publiques des toilettes Marcel Duchamp. Parce que, donc, l'urinoir, ou en fait, je devrais dire la fontaine de Duchamp, est devenue tellement emblématique de l'art du 20e siècle. Qu'on n'appelle pas, cet art-là, on ne l'appelle pas l'art moderne, on l'appelle l'art contemporain. Certains ont même dit qu'avec Duchamp et sa fontaine, l'art était mort, puisque aujourd'hui, pour être artiste, on n'avait plus à respecter des critères de beauté, des règles formelles, on n'avait plus à choisir des sujets, on n'avait même plus à exécuter une œuvre de ses mains, puisqu'il suffisait d'acheter dans le commerce un objet, un urinoir. Duchamp a également acheté des pelles à neige, et il a exposé la pelle à neige en appelant ça en attente du bras cassé. Donc, il faut faire, c'est comme au 2e ou au 3e degré, la pelle va peut-être conduire à un accident, donc à un bras cassé. Alors, évidemment, l'artiste ici ne crée rien de ses mains, il achète quelque chose et il donne un titre à quelque chose, et ça suffit à faire de cette chose une œuvre. L'art est peut-être mort, disent ceux qui critiquent cette forme d'activité artistique. Oui, il y a une question. Mais à la lumière de ça, vous avez dit, j'ai peut-être mal noté, que c'était dans le modernisme où on constatait que la question n'était plus nécessairement sur la technique de l'artiste, mais bien plutôt sur ce qu'il y avait à dire. Oui. Mais ici, encore moins. Encore moins. En fait, ici, il n'y a aucune technique. Là, dans la fontaine de Duchamp, il n'y a aucune technique à part sa signature. Ça ne demeure pas moins que dans le modernisme, il y avait une certaine forme de Oui. technique. Ah oui, tout à fait. Pollock, par exemple, je trouve ça beau, moi, personnellement. C'est décoratif, quoi. C'est plus que ça, là, mais c'est également beau à voir et très impressionnant quand on voit ça en personne. Alors, l'art est-il mort? Non, l'art n'est pas mort, il vit, mais avec des formes nouvelles. J'aime bien citer ici Nathalie Heinisch, qui est une sociologue de l'art, une sociologue française de l'art, qui écrit beaucoup sur l'art dans une perspective vraiment de sociologue,
avec une démarche que je trouve assez rigoureuse. Elle s'est intéressée à l'art contemporain. Et elle a considéré que l'art contemporain, donc l'art auquel Duchamp a donné naissance, avait créé un nouveau paradigme. Son ouvrage ici, Le paradigme de l'art contemporain, est sous-titré « Structure d'une révolution artistique ». Elle a emprunté en fait à l'ouvrage de Kuhn, comment il s'appelle son prénom? Pardon? Thomas Kuhn. Voilà, Thomas Kuhn, la structure des révolutions scientifiques. Elle remplace scientifique par artistique. Et elle dit l'art contemporain, au fond, c'est un changement de paradigme. Les paradigmes antérieurs, modernisme et à plus forte raison classicisme, mais surtout le modernisme, c'était un paradigme de l'authenticité. Donc l'artiste, c'est lui qui fait l'œuvre, c'est lui qui est le père ou la mère de l'œuvre. Cette œuvre est authentique, elle est originale. Donc ça, c'est une façon de voir l'art. Dans l'art contemporain, c'est un régime, dit-elle, de singularité où l'essentiel, c'est pas d'être authentique ou original, c'est de se distinguer par rapport à ce qui a été fait par d'autres ou dans le passé. Et dans ce régime de singularité, les manifestations du régime sont, par exemple, l'importance qu'on attache aujourd'hui pour comprendre l'art contemporain à la démarche de l'artiste. Il faut parfois que l'artiste explique ce qu'il a voulu dire dans son art pour que les regardeurs, comme disait Marcel Duchamp, comprennent et apprécient l'œuvre. Donc l'œuvre ne se suffit pas nécessairement à elle-même, il faut une explication que l'artiste parfois va fournir lui-même, mais parfois pas du tout. Et quand il ne la fournit pas, l'explication, on va faire appel à des médiateurs culturels, des professionnels de la chose qui, dans les musées, par exemple, vont expliquer ce que tel ou tel artiste contemporain voulait dire ou ne pas dire en faisant telle ou telle œuvre. L'œuvre elle-même, qui autrefois, j'ai donné des exemples de peinture, mais j'aurais pu parler de sculpture, j'aurais pu parler de toutes sortes de choses. L'œuvre a toujours eu historiquement un support matériel. Hein. La toile que peint Rubens, par exemple, ben, c'est de la toile et c'est de la peinture, puis c'est un cadre autour, on peut le toucher. Dans l'art contemporain, l'œuvre n'est pas toujours physiquement touchable, elle est parfois dématérialisée. On n'a qu'à penser, par exemple, à ce qu'on appelle l'art de la performance, où un artiste va s'installer, par exemple, dans une salle de musée. C'est ce que faisait Marina Abramovic récemment encore. Elle s'installe toute la journée dans un musée, sur une chaise, et elle demande aux visiteurs de s'installer devant elle et de la regarder dans les yeux pendant 5 minutes, sans qu'on se dise quoi que ce soit. Et après ça, il y a un autre visiteur qui arrive. Alors, l'œuvre ici, elle n'est pas tangible, elle est relationnelle, elle est intangible et relationnelle. Elle est parfois filmée ou photographiée, ce sont les traces qu'on en a. Mais ces traces-là sont des traces secondaires, ce n'est pas l'œuvre en tant que telle. Donc, dématérialisation de l'œuvre. Nouveau cercle de reconnaissance. Alors, la reconnaissance au 19e siècle, c'était l'académie. Au 20e siècle, c'est plus les académies, c'est les critiques d'art, c'est les collectionneurs, c'est les musées, notamment. Nouvelle façon de collectionner, d'exposer, restaurer. Bon, Heinisch explique tout ça, je n'entrerai pas dans les détails. Et en réaction à tout ça, en réaction à ce régime de singularité, on voit apparaître des contestations externes, donc des gens qui ne sont pas dans l'art contemporain, qui ne comprennent pas de quoi il s'agit, et qui vont remettre en cause cet art au nom de toutes sortes de considérations. Ils vont dire, par exemple, que ce qui est exposé n'est pas authentique, puisque ça a été pigé dans la rue et exposé, légèrement transformé peut-être, mais qu'il n'y a pas d'authenticité là-dedans. Vont dire que ça n'a aucun sens, qu'on ne comprend pas, que c'est abscon. Vont dire que c'est pas éthique. J'ai un exemple en tête. Au Louvre, il y a quelques années, il y avait un artiste appelé Ping qui avait voulu installer et exposer une espèce de long tunnel, à peu près grand comme la pièce ici, où il aurait installé des êtres vivants, pas des êtres humains, mais des animaux, des insectes, des serpents, des grenouilles, et en les laissant là. Et son idée, c'était d'illustrer par ça la condition humaine, où nous sommes tous, dans la perspective de cet artiste, en lutte les uns contre les autres. Alors il disait, les gens vont voir ça, ils vont voir un serpent avaler un insecte, par exemple, ils vont voir la grenouille se cacher, ils vont comprendre que c'est une métaphore de la condition humaine. Alors, finalement, l'exposition n'a pas eu lieu à Paris, parce qu'il y a eu des représentations de défenseurs des animaux qui ont évoqué le fait qu'elle n'était pas éthique, cette exposition. Et certains même vont se replier vers la bonne vieille beauté comme étant un critère de valorisation ou non d'une œuvre d'art.
Heinisch, elle fait remarquer, elle a étudié beaucoup les rejets de l'art contemporain, et elle a constaté avec une certaine ironie qu'en fait, les seuls qui vont dire c'est pas beau, c'est les enfants. Les adultes, eux, vont plutôt rationaliser ça en invoquant le manque de sens, le manque d'authenticité, le manque d'éthique, et ainsi de suite. Alors voilà le paradigme de l'art contemporain. C'est un peu de lui dont je veux parler. Je pense que le graffiti se rattache aussi à l'art contemporain. Alors j'arrive à la rencontre entre l'art et le droit. Sabrina a déjà mentionné plusieurs exemples de rencontres entre l'art et le droit. Je suis content qu'elle l'ait fait parce que ce ne sont pas ces exemples-là que j'aborde ce soir, mais donc elle a bien mis la table. Il a fallu que je fasse des choix, alors j'en ai choisi un certain nombre de thèmes ou de domaines, disons, où l'art et le droit se rencontrent. Appelons ça des champs de rencontre possibles. Et donc j'énumère ici des champs de rencontre possibles dont peut-être vous pourriez vous inspirer si jamais vous vouliez faire, je m'adresse aux étudiants du séminaire ici, si votre projet de mémoire porte sur l'art, par exemple, bien, vous pourriez vouloir vous intéresser à quelques-uns de ces champs de rencontre possibles que j'énumère ici. Alors, sans entrer dans les détails, le premier en haut, par exemple, est-ce que le droit intègre dans le raisonnement juridique des normes propres à l'art? Est-ce que les normes esthétiques sont parfois considérées par le droit dans un jugement, par exemple? Est-ce qu'un juge va se référer à des spécialistes de l'art pour porter un jugement sur telle ou telle œuvre? Je vais donner un exemple de ça tout à l'heure. La notion d'œuvre elle-même, qui est fondamentale en droit de la propriété intellectuelle, eh bien, qu'advient-il de cette notion lorsque l'œuvre n'a plus de support matériel, lorsqu'elle est dématérialisée? Qu'en est-il de l'authenticité et de l'originalité, qui sont souvent des critères juridiques utilisés pour déterminer si on est face à une œuvre d'art, en matière fiscale, par exemple? Qu'en est-il de l'authenticité, de l'originalité, lorsqu'on peut faire appel à des objets du commerce ou à des objets trouvés dans la rue et les transformer en œuvres d'art? Les droits de l'artiste sur son œuvre. Une fois que l'artiste a produit son œuvre, qu'il l'a vendue, par exemple, à un collectionneur ou qu'il l'a donnée à un musée, est-ce qu'il y a encore des droits sur son œuvre, sur l'usage qu'on en fait? Je vais donner un exemple tout à l'heure. J'aurais voulu être un artiste. Qui est un artiste dans la société? Quel est le statut juridique de l'artiste? À quelles conditions est-on protégé par le droit du travail ou par le droit social en tant qu'artiste? L'art public, il y aura un exemple de ça tout à l'heure. L'art qui est acheté par les pouvoirs publics, installé dans un endroit public, est-ce que le public a des droits sur cette œuvre? L'exercice de la liberté artistique face au tabou. Tout à l'heure, Sabrina vous parlait de la censure. Tabous sociaux, culturels, religieux. Ici, on touche parfois au droit pénal, parfois au droit de la personne, à travers la liberté d'expression. Ce sujet m'intéresse de façon récente. Je fais partie d'une nouvelle chaire de recherche à l'UQAM, une chaire sur la gouvernance des musées et le droit de la culture. Les musées sont des institutions généralement publiques, mais réglementées dans une large partie par l'État au moyen de certaines lois. Donc, il y a du droit dans l'activité muséale. Donc, c'est un champ de recherche intéressant. Ça touche au droit administratif. Mais la régulation du droit peut aussi porter sur le marché de l'art lui-même, à travers le droit civil, à travers le droit fiscal sur les paradis fiscaux qui sont accordés aux collectionneurs qui entreposent des œuvres d'art en Suisse, en banlieue de Genève. Il y a d'immenses entrepôts où les milliardaires de ce monde, après avoir acheté des œuvres à coût de millions, les entreposent dans de véritables paradis fiscaux où il n'y aura jamais d'imposition. Donc, c'est un aspect qui est assez peu étudié, ça, du point de vue juridique. La protection du patrimoine artistique et culturel, la notion de patrimoine de l'humanité, par exemple. Les représentations du droit dans l'art, Sabrina l'a évoqué tout à l'heure. Dans l'art, comment représente-t-on la justice, par exemple? L'image traditionnelle, c'est la balance, mais il y a d'autres allégories pour la justice. Comment les palais de justice sont-ils configurés? Quelle est l'architecture des palais de justice? Il y a de l'art dans l'architecture aussi. Bref, j'en oublie, plusieurs champs de rencontres possibles entre le droit et l'art. J'en choisis 4, subjectivement.
le droit et l'abstraction, l'art réapproprié, je m'expliquerai tout à l'heure, l'art délocalisé et l'art réprimé. L'abstraction. Alors, on a vu Pollock, on a vu Picasso. Ça avait commencé au 19e siècle en passant, avec des artistes qu'on peut appeler proto-abstraits, comme Whistler ou Turner, par exemple, qui peignaient des paysages. Et même Monet, vers la fin de sa vie, qui était devenu aveugle, alors ses peintures, parfois, sont presque abstraites. Eh bien, le droit s'est frotté à l'abstraction assez tôt, au début du 20e siècle, entre autres aux États-Unis, à la faveur de cette œuvre du sculpteur roumain, mais qui travaillait en France, Constantin Brancusi. Il a sculpté à même le bronze une œuvre qui s'appelle « Oiseau dans l'espace », qui est à peu près haute comme ça, qu'on peut voir au Musée d'art moderne à New York en particulier, mais je pense qu'il y a plusieurs exemplaires. Alors pourquoi le droit s'est-il frotté à l'abstraction à travers cette œuvre? C'est que à New York, dans les années 20, quelqu'un veut organiser une exposition des œuvres de Brancusi. Alors les œuvres arrivent par bateau à Manhattan, au port, et là il y a un agent des douanes, n'est-ce pas? Tout ce qui arrive en bateau est inspecté par la douane, comme partout dans le monde. Et donc, l'agent des douanes voit arriver cette sculpture intitulée « Oiseau dans l'espace ». Et là, il se pose la question, est-ce que cette œuvre, est-ce que je dois lui imposer un droit d'entrée, un droit de douane? Ou est-ce que c'est une œuvre d'art? C'est que la loi américaine prévoit que si c'est une œuvre d'art, il n'y a pas de droit d'entrée. Donc, l'œuvre entre et il n'y a pas de frais à payer à l'État. L'œuvre pourra circuler. Par contre, si ce n'est pas une œuvre d'art, là, il y a des droits de douane qui s'appliqueraient. Alors, le fonctionnaire se demande, est-ce que c'est une œuvre d'art? Il va estimer que ce n'est pas une œuvre d'art. Et donc, il va imposer un droit de douane de 40% de la valeur du bronze utilisé pour l'œuvre. Ça équivalait à l'époque à 240 $. C'est beaucoup pour l'époque. Allez, Brancusi, évidemment, en fait, celui qui a fait venir l'œuvre, conteste l'imposition du droit de douane. Et c'est là-dessus que va porter le litige, devant le tribunal des douanes de l'État de New York. Alors, c'est l'affaire Brancusi contre les États-Unis, jugée en 1928 par un tribunal très inférieur, mais quand même, un tribunal. Est-ce que l'oiseau dans l'espace est une sculpture? Et à ce titre, est-ce qu'il est exempt de droit de douane? Que dit la loi américaine? Une sculpture doit être originale, encore la notion d'originalité, travaillée de sa main par un sculpteur professionnel, donc un dilettante. Là, moi, je ne pourrais pas faire de la sculpture, parce que je ne suis pas un sculpteur. Et ne pas être un objet utilitaire. C'est là que le fonctionnaire estime que cet objet qu'il voit devant lui, qui s'intitule « Oiseau dans l'espace », mais qui ne représente pas un oiseau, il dit que c'est un objet utilitaire de la même façon qu'une spatule ou un outil de jardinage, par exemple. Et c'est pour ça qu'il impose un droit de douane. Donc, tout le procès, en fait, tourne sur la notion d'art dans cette affaire. Au procès, donc, Brancusi fait témoigner un critique d'art, donc un expert. Et voici un extrait du contre-interrogatoire. Je vais traduire. Donc, c'est l'avocat de l'État qui interroge l'expert de l'art. Vous dites que la pièce 1, c'est-à-dire l'œuvre, est une œuvre d'art et que, dans votre opinion, ça représente un oiseau qui va... Non, ça ne représente pas un oiseau, mais ça évoque les qualités, ça suggère les qualités d'un oiseau qui vole. Ça ne représente pas un oiseau. Est-ce que vous diriez la même chose? Est-ce que vous diriez que ça représente un poisson? Non. Et si ça s'appelait un poisson? Il dit non, c'est pas comment on l'appelle, c'est ce que ça évoque chez vous. Ça dépend de ce que ça éveille chez vous. Pas parce qu'on l'appelle un oiseau, mais encore une fois, parce que ça évoque la qualité du vol. Au fond, l'idée du vol. L'abstraction. Un vol dans l'abstrait. Et non pas un oiseau dans le concret. Et le juge admet ici que l'art a évolué au cours des dernières années et qu'il faut bien qu'il intègre dans son raisonnement juridique cette nouvelle conception de l'art qui admet l'abstraction désormais. Brancusi va donc gagner sa cause. Ça amène des auteurs, Jacques Rancière par exemple a écrit dans les années 60
une petite plaquette, traduite en anglais, j'ai vu la version anglaise, la politique de l'esthétique, où il dit il y a 3 façons de voir une œuvre d'art, 3 régimes de représentation artistique. Il y a d'abord ce qu'il appelle un régime éthique qu'il associe à l'Antiquité, dans lequel ce qu'on représente dans l'art doit refléter des préoccupations politiques, morales. Donc, c'est là qu'on impose des sujets religieux, par exemple, et qu'on interdit des sujets vulgaires ou sexuels, notamment. Dans un régime représentationnel qu'il associe davantage à la période classique, on va chercher à imiter la réalité fidèlement, à respecter les règles de l'art dont j'ai parlé tout à l'heure, propres à une discipline, la peinture, la sculpture, par exemple. Et dans un régime vraiment esthétique, on oublie les règles et les hiérarchies entre les disciplines. Par exemple, la peinture n'est pas nécessairement supérieure à une forme d'art moins valorisée. Toute hiérarchie, donc, est abandonnée. Et on devine évidemment que lorsque le juge d'Ambrancusi accepte l'idée même de l'abstraction, il s'inscrit davantage dans ce 3e régime, le régime esthétique, qui reconnaît que l'art a ses propres règles et qui intègre ces règles nouvelles dans le raisonnement juridique. On peut ici parler, je crois, pour reprendre le vocabulaire de la sociologie du droit et donc d'une approche droit et société, je crois, l'idée ou la notion d'internormativité ici. Internormativité, 2 ensembles normatifs qui s'influencent l'un l'autre. Ici, c'est l'art qui influence le droit. Donc, la présence du régime esthétique, elle est aujourd'hui pas mal consolidée. On la retrouve, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, dans le droit criminel de la plupart des pays occidentaux, qui, tout en interdisant l'obscénité, reconnaît qu'une personne qu'on accuse d'obscénité peut se défendre en invoquant que ce qu'elle produit a une valeur artistique. Dans le cadre de la littérature, par exemple, c'est ce qu'on a appliqué comme notion lorsque l'auteur de La mort de Lady Chatterley a été poursuivi en Angleterre. Son moyen de défense, c'était, c'est vrai, il y a peut-être des passages lubriques dans le roman, mais c'est dans un but artistique. Et la qualité artistique est là. Et le juge lui a donné raison. Petite nuance. Quand on admet le régime esthétique, ça ne veut pas dire qu'on admet toutes les formes d'art. Au Québec même, on a eu une décision rendue il y a presque une quarantaine d'années maintenant, dans cette affaire Ayotte contre la Ville de Montréal. En fait, c'est l'affaire Corridor. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose, peut-être chez les plus vieux, n'est-ce pas? Moi aussi. Alors, de quoi s'agissait-il? De quoi s'agissait-il? Ben, c'était l'exposition qui était prévue sur la rue Sherbrooke dans le cadre des Olympiques de 1976 et le maire de la Cour a décidé en pleine nuit de faire retirer toutes les exhibits qui étaient présentés. Exact. Sous prétexte que c'était laid. Que c'était laid. L'un de ces exhibits, c'était ça. Ça, c'est devant l'Université McGill. En 1976, c'est une croix inspirée de la croix du Mont-Royal, mais que l'artiste, c'est Pierre Ayotte, avait placée délibérément de cette façon-là. Il y avait plusieurs interprétations du sens là, que ça pouvait avoir. Il avait ajouté à côté un petit panneau où il avait, par un jeu d'images, il avait remplacé ou fait bouger les croisillons là, qui faisaient tenir la croix ensemble, de sorte qu'on pouvait y lire sur le panneau les lettres F-U-C-K. Mais pas la croix elle-même, c'était un panneau à côté. Et donc, malheureusement, ça a joué contre lui devant la cour. Il n'y avait pas juste ça, hein, c'était pas que ça. Il y avait sur pas mal toute la rue Sherbrooke, de l'ouest jusqu'au stade olympique, plusieurs échafaudages jaunes, assez criards, qui attiraient l'attention au moyen de gros doigts sur des immeubles qui avaient été démolis, des immeubles patrimoniaux qu'on avait démolis, qu'on avait remplacés par des trucs modernistes sans aucun intérêt, ou sur des terrains vagues, ou sur des zones où il y avait de la prostitution. Bref, l'idée, c'était pas de faire beau. L'idée, c'était d'éveiller une réflexion. La plupart de ces artistes-là étaient très politisés. Alors, comme vous l'avez dit, la Ville de Montréal, en pleine nuit, sur l'ordre du maire Drapeau, quelques jours avant le début des Jeux olympiques, fait démanteler toute l'exposition. Quand on s'est réveillé le matin, il n'y en avait plus. C'est pour ça que les photos sont rares. Alors, Ayotte et d'autres artistes ont poursuivi la Ville de Montréal en dommages et intérêts pour la perte de leurs œuvres, pour les dommages subis. Il n'y avait pas
de charte des droits au moment des faits encore, donc les arguments constitutionnels n'ont pas vraiment été invoqués dans cette affaire-là. Le juge, en cour supérieure, le juge a débouté tous les artistes, mais voici ce qu'il disait à propos de l'art et de la beauté. Une exposition artistique ne doit pas ignorer les règles de l'esthétique. Alors ça, c'est de l'internormativité. L'art ne doit pas non plus insulter les gens. Corridor avait dû propager la joie. Donc l'art, ça doit être quelque chose qui nous élève, qui nous inspire, mais pas quelque chose qui nous déprime. Et puisque des experts, profs d'histoire de l'art ou de sociologie ou de sémiologie, étaient venus dire c'est de l'art, à sa façon c'est de l'art, il se surprend, le juge, que ces experts-là n'aient même pas voulu définir la beauté en art. Peut-être parce qu'il n'y a plus de définition de la beauté en art aujourd'hui. Mais le juge en voulait une. Ce qui démontre que même en adoptant un régime esthétique, on peut avoir des conceptions différentes de ce qu'est l'esthétique, au fond. Alors, petit épilogue, ce qu'on avait jugé contraire à la religion, et il l'est en 1976, 40 ans plus tard, on le retrouve devant la croix du Mont-Royal, au parc Jeanne-Mance, pendant quelques semaines. Ça a été une exposition temporaire. Le maire Coderre n'était pas très chaud à l'idée, mais même les religieuses là, qui ont un couvent pas très loin étaient d'accord. Alors, les choses ont pu évoluer depuis, n'est-ce pas? Mon deuxième exemple, je vais revenir à Marcel Duchamp. L'art réapproprié. Comme ce sont des objets qu'on trouve dans le commerce, on peut trouver à peu près les mêmes aujourd'hui dans n'importe quel quincaillerie, je crois. Il y a plusieurs exemplaires de la fontaine de Duchamp. Duchamp était tout à fait d'accord avec ça. Il ne voulait pas qu'il y en ait juste une. Là. Il dit non, il y en aura plusieurs. Alors, il y en a eu une en particulier qu'on a exposée à Nîmes au début des années 90, une exposition temporaire. Donc, à l'origine, c'est l'une des fontaines de Duchamp qui est exposée. Arrive un artiste qui s'appelle Pinoncelli, qui prend l'objet au pied de la lettre et qui décide de l'utiliser comme le prévoit son usage initial. Il fait pipi dedans. Et il ajoute sa signature et la date, comme Duchamp avait fait en 75 ans plus tôt. Et il dit, c'est mon œuvre maintenant. Il s'est réapproprié, ou approprié, mais je préfère réapproprier, il s'est réapproprié l'œuvre d'un autre. En plus, il donne un coup de marteau pour bien dire que c'est son œuvre. Évidemment qu'il est poursuivi pour vandalisme. Je vais arriver tout à l'heure à ce qui lui est arrivé. Mais l'idée, donc, qu'on peut s'approprier l'œuvre d'un autre et en faire une nouvelle œuvre n'est pas nouvelle dans l'histoire. Au contraire, elle fait partie intégrante de l'histoire de l'art. Un exemple parmi d'autres, c'est cette toile de Velázquez, Las Meninas, les Ménines, où on voit donc une scène très intéressante d'ailleurs, parce qu'on voit l'artiste ici, donc c'est la toile qu'il est en train de peindre, mais qu'on voit, nous. Alors c'est comme deux regards différents sur la même scène, très intéressant d'un point de vue visuel. Et bien, Picasso, 300 ans plus tard, reprend à peu près la même idée. D'ailleurs, il donne le même titre en ajoutant Velázquez entre parenthèses pour bien reconnaître sa filiation avec l'autre. Et c'est à peu près la même composition, le même sujet. On voit l'artiste qui peint une toile et nous, on voit l'artiste voit sa toile et nous, on voit l'artiste peindre sa toile. C'est une appropriation artistique. Donc, ça fait partie de l'histoire de l'art de la même façon que les estampes japonaises, par exemple, ont beaucoup influencé l'impressionnisme. Ou que, Picasso, j'y viendrai tout à l'heure. Picasso a aussi eu recours à l'appropriation. Alors, revenons à notre ami Pinoncelli. Dans son procès, il refuse la défense d'un avocat. Il dit quel avocat comprendrait ma démarche artistique et en plus la démarche de Duchamp. C'est vrai que même ceux qui aiment l'art ne comprennent pas toujours Duchamp. Imaginez un avocat. Je ne vais pas passer des heures à expliquer à un membre du barreau ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. En fait, il se défend d'insulter Duchamp, même s'il a fait pipi dans son œuvre. C'est une sorte de reconnaissance à Duchamp. Il aurait compris ce que j'ai fait. Je n'ai jamais eu de problème avec lui, et même si Duchamp était vivant, parce qu'il est mort il y a longtemps, c'eût été merveilleux d'aborder le sujet avec lui. Probablement que Duchamp aurait aimé discuter avec lui, d'ailleurs, parce que Duchamp était un iconoclaste, et il n'a jamais pris son œuvre au sérieux.
En fait, après avoir connu les succès des années 20, il a arrêté de produire. En fait, il a consacré sa vie à jouer aux échecs. Il avait les moyens de jouer aux échecs, semble-t-il. Alors, qu'arrive-t-il à Pinoncelli? Il est condamné par le tribunal. Quelle est la peine? On lui impose 1 mois de prison, mais avec sursis, donc il ne va pas en prison. Et c'est la peine qu'il aurait eue s'il avait donné un coup de marteau sur un balane urinoir. Parler d'appropriation dans le contexte de 2018, c'est aussi évoquer les appropriations culturelles. Voici un exemple mercantile d'appropriation culturelle. On prend une jeune fille autochtone et on lui prête un vêtement très stéréotypé, puis on en fait une poupée qu'on va vendre dans les grandes surfaces. Il y a aussi des influences artistiques qui, elles, sont légitimes. Cet été, à Montréal, avait lieu l'exposition Picasso avec un titre trop long, d'Afrique aux Amériques, en face à face d'hier à aujourd'hui. Ce n'était pas l'idée du siècle. Mais ce qui est intéressant dans cette exposition, que plusieurs ont vu, je suis sûr, c'est que, oui, on met en lumière les influences de la statuaire africaine sur l'œuvre de Picasso, dont la première en particulier est très, très emblématique de l'art moderne, mais Picasso a été influencé par les masques africains notamment, parce que l'exposition mettait bien en lumière. Mais l'exposition aussi n'a pas voulu faire comme si Picasso avait tout créé tout seul. Donc, il y a eu une reconnaissance de ses influences artistiques. L'exposition met en lumière que les œuvres africaines étaient de l'art aussi. Et elle a donné place aussi à des artistes noirs contemporains, en mettant leurs œuvres sur le même pied que celles de Picasso. C'est une façon, je pense, intelligente de désamorcer une possible controverse autour de l'appropriation culturelle. Sans entrer dans le détail, parce que ce n'est pas le sujet de ma présentation, lorsqu'on évoque le respect des identités culturelles, justement, on doit reconnaître que le droit reconnaît aux minorités ethniques, religieuses et culturelles le droit d'avoir leur propre vie culturelle. Donc, on reconnaît leur identité culturelle en tant que groupe. On impose certaines obligations positives aux États en leur disant vous devrez parfois agir, créer des programmes, des institutions pour permettre aux minorités de continuer d'avoir leur vie culturelle. Et ce qui m'intéresse, moi, ces temps-ci, c'est le rôle des musées là-dedans. Le musée, traditionnellement, a été vu comme un lieu où on élevait les classes laborieuses vers la beauté, n'est-ce pas? Donc, un lieu de délectation artistique ou esthétique. Les musées, aujourd'hui, se voient davantage comme des lieux de discussion, comme des acteurs sociaux. Et c'est particulièrement vrai du Musée des Beaux-Arts de Montréal. L'exposition Picasso en était la meilleure preuve. Madame Bondil, la directrice du musée, considère le Musée des Beaux-Arts comme un musée humaniste et interculturaliste, ce que je trouve particulièrement intéressant. Et je pense donc, je le répète, elle a su désamorcer une tension possible avec les identités culturelles. Mais gardons à l'esprit tout de même que les identités culturelles sont, surtout dans le domaine artistique, en tension constante avec les libertés culturelles, les libertés artistiques. Et le danger ici, évidemment, c'est de figer une identité culturelle minoritaire ou majoritaire, l'essentialisme culturel. Mais ça, c'est un autre débat. Mon troisième exemple, l'art délocalisé. Vous avez probablement vu, en marchant à Montréal, celle-ci, c'est là qu'on la trouve aujourd'hui. C'est l'œuvre de Jean-Paul Riopel, une énorme sculpture, La Joute, qui, lorsqu'elle fonctionne, émet de la fumée et du feu. À l'heure actuelle, elle se trouve devant la caisse de dépôt et de placement dans le Vieux-Montréal. Ce que les gens ont oublié, c'est qu'elle a été conçue pour être exposée là, devant le stade olympique. Juste avant les Jeux, on l'a installée là en disant que ça va vitaliser le quartier qui en avait besoin. Alors, Riopel crée l'œuvre en sachant qu'elle sera installée devant le stade olympique. Et après les Jeux, on l'oublie, on la néglige. Au bout de quelques années, elle ne fonctionne plus. Il y a du caca de pigeon dessus. Bref, elle est en mauvais état. Alors, on décide à un moment donné de la déplacer et de la relocaliser dans un endroit qu'on juge plus vivant, où les touristes vont, où les hommes d'affaires sont présents, c'est-à-dire devant la caisse de dépôt et de placement. Donc, une œuvre délocalisée. La même problématique
s'est déjà posé ailleurs. Notamment aux États-Unis, dans cette affaire Serra contre les États-Unis. Serra, c'est un sculpteur. Il fait d'énormes sculptures en acier Corten. C'est de l'acier qui a l'air rouillé, là, mais qui n'est pas rouillé. C'est une patine que l'acier prend avec le temps. Alors, le gouvernement américain lui commande une œuvre. Donc, c'est de l'art public. Et il fait ça. Donc, c'est une énorme structure en métal. Et le gouvernement lui dit, on va l'installer devant, ici à Manhattan, devant, je pense que c'est un édifice gouvernemental quelconque, mais dans une place publique. Et il accepte en se disant, c'est là que je veux qu'elle soit. Puis il la conçoit pour bien aller dans ce décor-là, en 1981. Et tout de suite, il y a des protestations contre cette œuvre que certains jugent d'abord pas belle, d'autres disent que ça bloque la circulation, d'autres disent que ça va attirer les graffitis. Alors, devant la clameur populaire, le gouvernement américain décide d'enlever l'œuvre. Et il offre à l'artiste de la relocaliser ailleurs. Et l'artiste refuse en disant, c'est une œuvre site spécifique. Elle a été conçue pour ce lieu-là. Je ne veux pas qu'elle soit ailleurs. Si vous l'enlevez, cachez-la. C'est l'origine du litige qui oppose l'artiste au gouvernement des États-Unis. La Cour considère qu'il y a bel et bien là un problème de liberté d'expression artistique, protégé par la Constitution. Par contre, comme l'artiste a vendu son œuvre à l'État, celui qui a la liberté artistique, c'est devenu l'État, ce n'est plus l'artiste. C'est une vision assez marchande de la relation entre l'artiste et son commanditaire. Voici ce que dit la Cour. L'objectif du gouvernement, c'est quoi? C'est d'être un patron des arts, donc de faciliter l'activité artistique. Mais cet objectif-là ne doit pas être mis à mal par des restrictions injustifiées sur sa liberté de décider ce qu'il va faire avec l'art qu'il a acheté. Vous êtes propriétaire de l'œuvre, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ce que Serra voulait, au fond, c'est avoir un droit moral sur son œuvre. Même lorsqu'il n'en est plus propriétaire au sens juridique du terme, il aurait voulu le droit moral de s'objecter à ce qu'on la relocalise. Aux États-Unis, ça n'existait pas au moment du jugement, et c'est pour ça que 2 ans plus tard, à peu près, oui, quelques années plus tard, on adopte une loi qui s'applique aux artistes visuels et qui leur reconnaît certains droits moraux de cet ordre-là. Il a fallu que Serra perde sa cause pour qu'on réforme la loi américaine. Alors, revenons à Riopelle, à sa joute. Le droit moral de l'artiste sur son œuvre existe maintenant au Canada depuis les années 90 et il comprend le droit de l'artiste de veiller à ce que son œuvre reste intègre, qu'elle ne soit pas altérée, même lorsqu'il n'en est plus propriétaire. Droit aussi à ce que sa paternité ou maternité soit reconnue, donc inscrite sur l'œuvre. Et même le droit à l'anonymat, s'il n'aime plus son œuvre ou s'il ne la reconnaît plus, il a le droit de demander que son nom n'y figure plus. C'est ce qu'on appelle le droit moral. Dans le cas de la joute de Riopelle, malheureusement, on n'a jamais su ce que Riopelle en pensait. Il était mort quelques années auparavant et dans les dernières années, il n'était pas à son meilleur, disons. Une autre question que ça soulève, qui n'a pas été abordée ici au Québec parce que cette affaire n'a jamais été portée devant les tribunaux, c'est le public. C'est de l'art public. On dépense de l'argent public pour exposer une œuvre dans un endroit public. Le public en question a-t-il un droit de regard sur l'usage qu'on fait de l'œuvre? Est-ce que les gens qui habitaient aux abords du stade olympique ont été consultés? Apparemment non. C'est ce que dit Jacques Keble, qui a publié un petit ouvrage, une centaine de pages à peu près, qui se lit en l'espace d'1h30, passionnant. C'est un journaliste, Jacques Keble, Les folles vies de la joute. Il relate tout ce qui s'est passé, en mettant en lumière le flou qui régnait autour de la propriété de l'œuvre. Est-ce que c'était le ministère des Affaires culturelles, la Ville de Montréal? Quel était le rôle de la succession de Riopelle là-dedans? Tout ça, c'était un peu flou juridiquement, donc c'est bien mis en lumière là-dedans. Et l'ouvrage se conclut sur la nécessité de donner un plus grand rôle au public dans les décisions qui touchent justement à l'art public. Mais un droit de regard qui, à l'heure actuelle, n'existe pas. Au fond, à qui appartient l'art soi-disant public? Et, dernier exemple, mais en fait, c'est pas moi qui vais en parler. Oui, Alexandra, un moment. C'est pas moi qui vais en parler, c'est l'art réprimé. L'art qui va à l'encontre de la loi et que l'État va s'autoriser à réprimer par le biais
du droit pénal, voire même peut-être du droit criminel. Donc, ici, on pense par exemple au street art et au graffiti. Le graffiti est une pratique qui entre en conflit avec la loi, mais comme on va vous l'expliquer bientôt, lorsqu'on veut poser un regard droit et société sur le graffiti en tant que pratique artistique, ça pose des défis théoriques. Comment aborder ça? Quel cadre théorique peut-on ou devrait-on adopter pour faire cette analyse? Et sur le plan méthodologique, parfois, comment documenter la pratique artistique elle-même alors qu'elle est illégale? Ce sera l'objet de la présentation que fera bientôt Nalida. Mais Alexandra, vous aviez une question? Oui, vous avez fait une énumération un peu plus tôt Hum. de différentes interactions entre art et droit. Oui. Ce qu'on comprend, c'est qu'il n'existe pas de hiérarchie en tant que telle. Par exemple, vous avez nommé le droit à l'art, le droit à la culture, et donc, en termes de qui, avec le droit moral de l'artiste dans les années 80, qui est arrivé dans les années 90, le droit à la propriété, etc., etc., ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de hiérarchie entre tous ces droits, il y a simplement des conflits de droits. Oui, c'est vrai. Ben, si je mettais mon chapeau de constitutionnaliste, ben, je vous dirais que ce qui est garanti dans la Constitution, c'est supérieur. La liberté d'expression, par exemple, serait supérieure au droit de propriété du collectionneur sur une œuvre qu'il a achetée. Puis j'aurais probablement raison en droit positif. Ouais. Mais là, on ne fait pas du droit positif ici. D'ailleurs, tous les exemples que j'ai donnés, ce ne seraient pas nécessairement les mêmes solutions juridiques auxquelles on aboutirait ici à Montréal en 2018. Je m'en sers comme illustration, évidemment. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Nalida et Pierre m'a demandé de me joindre à lui ce soir pour présenter mon projet de recherche qui est co-dirigé par Pierre et par Emmanuel Bernheim. C'est un projet de recherche qui porte sur le graffiti. Il s'intitule « Une perspective pluraliste juridique sur le graffiti à Montréal ». Vous allez voir que de mon côté, je sors un peu plus du cadre artistique puis je me concentre sur le graffiti plus comme une pratique sociale. Et ma partie est vraiment pour... cette partie de la présentation est vraiment pour... dans le but d'éclaircir les nouveaux étudiants à la maîtrise, qui, comme moi, quand j'ai commencé, j'étais un peu indécise. Puis, donc, je vais vous partager avec vous mon cheminement, comment j'ai fait mon choix de sujet, où j'en suis dans mes démarches. Puis, je vais vous présenter mon cadre théorique et tout, comment je me mobilise. Puis, c'est ça. Donc, c'est parti. Pour commencer, je vais faire un bref survol du graffiti contemporain pour ceux et celles qui connaissent moins ça. Donc, historiquement, même s'il est possible de retracer des graffitis en tant que pratique d'inscription sur les murs dans presque toutes les civilisations qui ont été caractérisées par une culture urbaine quelconque, mon projet, à moi, s'intéresse au graffiti dans sa forme contemporaine. Le terme qui a émergé dans la littérature pour l'identifier, c'est le graffiti signature. C'est une pratique qui a émergé dans les années 60 à Philadelphie, puis qui a connu une explosion en tant que sous-culture à New York. Dans le cadre de ma recherche, j'ai défini le graffiti comme suit, donc une pratique d'expression graphique qui a pour sujet une signature et qui prend place sur les surfaces de la ville, que ce soit avec la permission ou non des propriétaires des dites surfaces. Et le graffiti signature est un phénomène qui se différencie du street art. Ce dernier est une forme d'art public illégal et éphémère qui s'est popularisé au niveau mondial dans les années 90. Puis à la différence du graffiti dont les frontières esthétiques et graphiques sont délimitées par la représentation du nom ou d'une signature, le street art englobe des pratiques plus diversifiées comme, oui, les murales. Okay, je ne suis pas sûre si vous voyez. Okay, les murales, les collages, les pochoirs. Et tout dépendant du street artist en question, la pratique se veut soit comme une évolution, une opposition ou juste une pratique qui se rajoute à la tradition du graffiti signature. Donc, si on en revient au graffiti, l'objectif du graffiti, sans vouloir généraliser, le but est généralement l'obtention du respect dans la communauté du graffiti, de se faire connaître et reconnaître par ses pairs. Et les manières d'y parvenir sont diverses, soit en inscrivant son nom, son pseudonyme partout dans les espaces publics. On peut aussi
y parvenir en prenant des risques et en démontrant ses compétences stylistiques. Puis si on se penche sur les principales formes du graffiti, j'en ai identifié 3, mais il y a beaucoup d'entre-deux. Donc d'abord le tag, qui est une inscription monochrome d'une signature stylisée. C'est la forme la plus ancienne du graffiti, la plus rapide et la plus simple à effectuer. Par la suite, on a le throw-up, qui est une évolution du tag en grosseur et en complexité. Cette forme-là est généralement de forme arrondie, puis composée de 2 couleurs, un pour le remplissage et l'autre pour le contour. Et finalement, on a la pièce, qui est une évolution encore plus grosse, plus colorée et plus complexe du graffiti. C'est la forme de graffiti qui demande le plus de travail et qui est le plus souvent considérée par le grand public comme une représentation artistique. Donc, au moment où le graffiti signature fleurit aux États-Unis, les rues de Montréal sont surtout occupées par des graffitis dits politiques, qui sont anonymes et qui ont émergé des débats sur la souveraineté du Québec et la différence culturelle, pour ensuite évoluer peu à peu vers des thèmes plus diversifiés en lien avec l'anarchie, le féminisme, le droit des homosexuels, le racisme, etc. Et bien qu'on ait pu retracer des graffitis basés sur le tag dans les années 80 à Montréal, c'est vraiment à partir des années 90 que le graffiti signature prend le dessus sur le graffiti politique à Montréal. Puis c'est vraiment à ce moment-là qu'est née une sous-culture basée sur le tag et qui, dans le fond, émerge en phase avec le déferlement international du graffiti signature et de la culture hip-hop en général. Donc maintenant, courant théorique et choix de sujet. De mon côté, ça m'a vraiment pris les 2 premiers trimestres de ma maîtrise en droit pour pouvoir identifier le sujet sur lequel je voulais travailler. Quand j'y repense, même si j'avais le désir de traiter les rapports entre l'art et le droit et que mon intérêt envers le graffiti m'a conduit à choisir le graffiti comme sujet, j'ai vraiment l'impression que c'est la découverte de courants théoriques sur lesquels j'ai accroché et que je voulais travailler qui ont plutôt orienté mon choix de sujet. Oups, j'ai oublié. Voilà. Donc, dans le cadre de mes cours, j'ai eu un intérêt assez marqué pour les perspectives critiques du droit, qui m'ont montré un autre visage du droit qui ne m'était pas enseigné dans le cours de mon baccalauréat. J'aimais vraiment l'exercice de déconstruction qui accompagnait ces perspectives et qui finissait par démontrer la force et le pouvoir symbolique du droit, c'est-à-dire la manière comment le discours juridique dominant impose des catégories, des distinctions qui sont véhiculées comme objectives et définitives et qui, par le fait même, évacuent les possibilités d'un ordre des choses. Donc, de voir le droit de manière approfondie de cette sorte m'a plutôt donné envie d'aller étudier les ordres alternatifs qui sont justement mis de côté par le discours juridique dominant. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le pluralisme juridique critique ou radical comme cadre théorique pour étudier le graffiti. La notion de pluralisme juridique a émergé dans le domaine de la sociologie du droit pour donner une alternative à la définition du droit qui était donnée par la dogmatique juridique. Et cette définition-là était... on disait que le droit était fondé sur les mêmes caractéristiques que le droit étatique. Et la branche critique du pluralisme juridique la branche critique du pluralisme juridique que j'utilise a surtout été développée par Rodrigue McDowell, qui était un prof décédé dans les dernières années, était un prof de droit à McGill. Elle est qualifiée ici parce qu'elle rejette explicitement tous les principes sur lesquels se fonde la pensée juridique dominante. Donc, ces principes sont le prescriptivisme, soit l'idée que le droit revient à l'imposition des règles qui sont externes au sujet de droit. Le monisme, l'idée qu'il n'existe qu'un seul ordre juridique dans un espace territorial géographique donné. Le centralisme, l'idée que le droit est exclusivement le produit d'un centre qui est l'État. Et puis, enfin, le positivisme, l'idée qu'il existe des critères évidents qui permettent de différencier le droit du non-droit. Donc, en contraste avec le pluralisme juridique critique ou radical,
Les autres versions du pluralisme juridique vont surtout ne vont rejeter que quelques-uns de ces principes-là, et qui sont généralement les hypothèses du monisme et du centralisme. Donc, avec le pluralisme juridique critique, il y a vraiment une reconnaissance que le droit est une construction sociale et subjective, que le droit n'a de sens que si l'individu le reconnaît comme tel. Pour cette raison, il n'y a pas de définition a priori du droit. Puis on dit qu'on s'intéresse au droit dès qu'on symbolise l'action humaine comme guidée par des règles. Donc, dès lors, l'étude du phénomène juridique nécessite une approche autobiographique ou subjective du droit. C'est le sujet de droit, par son appartenance à divers groupes sociaux ou à divers réseaux sociaux, qui est à la base du pluralisme juridique et en même temps qui est à la source de l'inévitable confusion des ordres normatifs et juridiques. Donc, les objectifs du pluralisme juridique critique est de voir comment l'individu contribue à la construction des ordres normatifs par les choix qu'il fait selon ses appartenances et ses identités, et par le fait même d'étudier la complexité au sein d'un même ordre normatif. Et ensuite, l'autre perspective qui va séduire est celle de la géographie du droit. En plus d'être pertinente, à mon avis, pour l'étude d'une pratique spatiale, une pratique expressive, mais aussi spatiale comme le graffiti, je trouve qu'elle complète bien la perspective pluraliste. En gros, les travaux issus de ce courant s'efforcent à étudier le droit à travers la lentille spatiale et la norme à travers l'espace. Dans cette perspective-là, il peut devenir plus enrichissant, par exemple, de s'attarder aux marqueurs spatiaux de la propriété que sont le mur et la clôture. Donc, le mur et la clôture, ce sont des inscriptions spatiales du droit qui, mine de rien, façonnent la manière dont l'individu conçoit l'accès à un endroit, l'usage qui peut en être fait et les droits et privilèges qui en découlent. C'est donc une perspective qui permet d'appréhender la subjectivité juridique dans le quotidien, tout en attirant notre attention vers l'expression tangible de la norme, soit la manière dont la norme se reflète dans le concret et dans le comportement des individus. Donc, c'est vraiment avec ces perspectives-là en tête ces perspectives avec lesquelles je voulais travailler, que le graffiti m'est apparu comme un sujet qui pourrait être intéressant et qui allait me permettre de joindre des intérêts théoriques et plus personnels. Et pourquoi le graffiti? Comme j'ai mentionné rapidement, j'ai toujours entretenu un intérêt pour les rapports entre l'art et le droit, mais également j'ai toujours une sensibilité aux subcultures, peut-être pour en avoir côtoyé au courant de ma vie. Puis, c'est sûr que lorsque je me promenais en ville, il y en a peut-être qui les remarquent pas, mais moi, les tags, ils m'ont toujours intriguée. Donc, c'est vraiment avec l'idée du graffiti en tête et en faisant de plus en plus de recherches que je me suis rendu compte qu'il serait intéressant et pertinent d'étudier le graffiti en prenant comme cadre théorique le pluralisme juridique et la géographie du droit qui de manière complémentaire. Donc, en effet, dès qu'on lit sur le graffiti, on se rend bien vite compte que c'est un champ social à proprement parler et qui peut être perçu comme un foyer normatif. C'est une pratique qui demande des compétences particulières, il y a un vocabulaire qui lui est propre et il existe des règles qui guident la manière dont on fait du graffiti et qui structurent les rapports entre les membres de la communauté entre eux. De plus, quand on se penche sur les recherches qui ont été faites dans les divers milieux académiques sur le graffiti, on voit qu'il y a une reconnaissance d'une complexité au sein de ce champ, que ces frontières ne sont pas bien définies, que la définition du graffiti diverge d'un graffeur à l'autre, et que les règles et leurs substances sont assez fluctuantes. Puis la source de cette complexité-là provient autant de la diversité, l'hétérogénéité des graffeurs, elle provient aussi des identités multiples et contradictoires qui peuvent être incarnées par la graffeuse ou le graffeur. Par exemple, un même graffeur peut avoir une identité pour faire des murs légaux, une autre identité pour faire les murs avec permission, une autre pour faire du graffiti illégal. Oui, ça. Puis,
Le problème, c'est que la majorité des réflexions qui sont issues du domaine juridique n'arrivent pas à rendre compte de cette complexité-là. Ils abordent toujours le graffiti d'un point de vue interne au champ juridique, c'est-à-dire en prenant les catégories du droit étatique, puis en questionnant le droit criminel, pénal, le droit des biens, le droit d'auteur, pour voir si, en quoi est le graffiti. Oups! Désolée. Oui, c'est ça. Donc, les réflexions juridiques issues du domaine juridique parlent que d'une perspective interne. Puis, dans ce processus-là, il y a seul le graffiti institutionnalisé et qui est socialement acceptable et considéré pertinent à ces réflexions. Puis, à travers ce processus, le juridique on en revient à la force symbolique du droit, on revient à réifier la pratique du graffiti et ses pratiquants qui ne sont vus que comme artistes ou vandales. Donc, la pratique du graffiti s'en retrouve morcelée, on en vient à déformer ou à évacuer les significations ou autres motivations que peut avoir le graffiti, puisqu'en insistant surtout sur le désir de faire de l'art ou de s'exprimer, on met de côté le visage un peu plus spatial du graffiti, c'est-à-dire d'une manière d'utiliser et de s'approprier l'espace. Donc, avec cette trame de fond, j'ai posé mes objectifs de recherche comme suit. Donc, d'abord, mettre en valeur les discours normatifs des pratiquants et pratiquantes du graffiti. Par discours normatif, c'est tout ce qui porte sur ce que doit être le graffiti, comment en faire, pourquoi et quelles sont les conséquences aux actions permises ou interdites. Ensuite, relever dans ces discours normatifs les particularités qui vont me permettre de préciser ou définir le champ du graffiti à Montréal, et ce, en insistant sur les particularités en lien avec l'espace et la ville. Dans cet objectif-là, je m'intéresse aux frontières, aux marqueurs spatiaux du graffiti et son impact sur la régulation du comportement dans la sculpture. Et également, comment cette normativité coordonne les façons d'utiliser et de s'approprier les surfaces et l'espace. Puis enfin, dans une perspective d'internormativité qui est inévitable quand on prend le pluralisme juridique comme cadre, je vais voir dans quelle mesure la pratique du graffiti est teintée par la présence d'autres champs de normativité, dont l'ordre juridique étatique, et quelle est la nature de ce rapport. Puis, sur cette question, mon approche est plus sociologique que juridique, c'est-à-dire que je m'intéresse vraiment aux interactions, aux chocs entre les ordres normatifs, plutôt que du point de vue de la migration d'une règle d'un ordre normatif vers un autre. Donc ici, bien rapidement, mes questions de recherche. Quelles sont les normes qui structurent le rapport des graffeurs et graffeuses aux espaces? Comment l'étude du graffiti permet-elle de rendre compte d'un champ de normativité au sein de la sculpture? Et comment les graffeuses et les graffeurs contribuent-ils à cette normativité? Donc, autant mes questions de recherche que mes objectifs de recherche nécessitent que j'aborde, selon moi, selon moi et selon vous, sûrement que j'aborde le phénomène juridique d'un point de vue plus sociologique que juridique, c'est-à-dire d'un point de vue externe au droit et qui prend le droit comme un objet de recherche placé dans un contexte social en particulier qui, dans mon cas, est celui des graffeuses et graffeurs. C'est pourquoi j'adopte la méthodologie qui est empruntée aux sciences sociales. Et je pense que c'est là que se pose le plus grand défi méthodologique pour une juriste comme moi qui n'a jamais vraiment fait ça auparavant. Donc, dans le but d'atteindre mes objectifs de recherche, je priorise une approche qualitative plutôt que quantitative. En effet, je ne cherche pas à mesurer ou vérifier l'étendue d'un phénomène, mais je m'intéresse vraiment aux significations que les graffeurs et graffeuses offrent à leur pratique, quel est le sens qu'ils donnent aux normes et aux droits. C'est ça, je cherche à comprendre ce phénomène-là plus en profondeur. Également, ma démarche est inductive, c'est-à-dire que mon cadre théorique ne me sert pas à vérifier des hypothèses sur le terrain. Il m'a
plutôt les outils pour, oui, orienter ma recherche, puis identifier et relever la normativité dans mes données. Et même si ce cadre théorique-là m'a donné des indices sur la manière dont je pourrais orienter mon analyse va vraiment être effectuée à partir des catégories, classifications ou distinctions qui ressortiront des données collectées. Quant au recrutement, j'ai surtout utilisé la méthode boule de neige qu'on appelle, qui consiste en construction progressive de l'échantillon à partir d'informateurs, d'une chaîne de référence à partir obtenue d'informateurs. C'est la méthode qui s'est avérée la plus pratique pour les chercheurs qui travaillent avec des groupes fermés ou difficiles à atteindre comme la communauté du graffiti. Pourtant, même si j'ai toujours l'impression que c'est la méthode la plus porteuse, dans mon cas, j'ai toujours la difficulté, je dirais, à accéder au terrain et à accéder à un certain pan de graffeuses et graffeurs qui pratiquent plus illégalement et dont il a été question dans certaines de mes entrevues. Donc, au-delà de l'adoption d'une méthode des sciences sociales, concrètement, je trouve que c'est vraiment ici que se pose mon plus grand défi méthodologique. Concrètement, pour ma part, avant de commencer à travailler sur le projet de mémoire, j'avais déjà tâté le terrain auprès de 2 connaissances que je savais pratiquaient le graffiti. Et les 2 étaient ouverts et ont accepté de participer à mon projet lorsque j'ai finalement obtenu ma certification éthique. Aussi, un conseil qui m'avait été donné à ce moment-là, c'était d'utiliser Instagram parce que c'est là que ça se passe. Mais c'est vrai que Instagram a été un outil précieux, puis encore aujourd'hui, c'est sur l'application que je fais que les premiers contacts sont faits. Puis aussi, c'est un outil utile parce que ça m'a permis de plonger dans la sous-culture, autant pendant que je rédigeais mon projet de mémoire qu'avant l'obtention de ma certification éthique, parce que je pouvais voir dans les commentaires qui se faisaient quelle sorte de mentalité existait dans la sous-culture, quelles étaient les tensions qui faisaient partie de quel crew, etc. Puis c'est sûr que dans les outils que j'ai utilisés, j'ai également utilisé Facebook pour contacter quelques participants qui se sont affichés publiquement comme faisant du graffiti. Et sur la manière dont la méthode boule de neige a été mise en œuvre, ce sont vraiment mes informateurs qui, au fur et à mesure, m'ont donné des références ou des personnes à contacter. Et mais demeure que dans les personnes que j'ai contactées, je dirais près de la moitié ne m'ont pas répondu ou juste que la rencontre ne s'est pas concrétisée. Puis ça, je pense que c'est une autre chose à prendre en considération pour les personnes qui voudraient faire une recherche terrain et qui voudraient faire affaire avec des groupes un peu plus fermés. Et une recherche terrain avec des êtres humains, en fait, parce que on départ de circonstances sur lesquelles on n'a pas vraiment de contrôle. Donc, faut juste se dire que ça peut prendre un peu plus de temps que prévu et que ça peut être un peu plus difficile. Ou sinon, pour la collecte des données, je fonctionne par entrevue individuelle semi-dirigée. Je vise une dizaine d'entrevues qui me prennent entre 1 heure et 1 heure et demie. Et quant au fonctionnement des entrevues, j'ai pas de questionnaire à proprement parler avec des questions précises à poser. J'ai plutôt identifié quelques thèmes à traiter durant les discussions qui sont toujours les mêmes depuis que j'ai eu... En fait, là, j'ai eu 5 entrevues, puis ça n'a pas trop changé mes thèmes. Mais quand même, après mes 2 premières entrevues, j'ai quand même pu noter quelques sous-thèmes plus précis que je voulais aborder dans des entrevues subséquentes. Puis l'autre chose à mentionner, c'est que là, je vais vous montrer la liste de mes thèmes, mais que même si au courant de mes entrevues, ces thèmes-là ne sont pas abordés un à la suite de l'autre, ils ont plutôt tendance à s'entremêler. Puis j'insiste vraiment sur des points en particulier, puis j'essaie de suivre le fil des idées du participant. Donc d'abord, entre autres, je cherche à discuter au niveau personnel comment le parcours du participant a évolué, quelle est son expérience au sein de celle-ci.
en fait, pour savoir comment il a découvert le graffiti, comment ses objectifs, motivations ont changé, comment la pratique s'est diversifiée et quel est l'impact du graffiti dans la vie de tous les jours. Je m'intéresse également aux définitions et conceptions du graffiti en rapport avec la ville. Quelles sont pour la personne les fonctions et objectifs du graffiti et qu'est-ce que le graffiti apporte à la ville et quelles sont les visions de la ville ou de l'espace. Est-ce que le participant connaît les implications juridiques et légales de la pratique et à quel point ça affecte sa pratique? Ensuite, c'est sûr que je pose la question des règles les plus importantes qui structurent la pratique pour avoir une idée de ce que pour le participant, quelles sont les règles, pour avoir une idée de ce qui est le plus évident en tant que règle qui structure la pratique. Puis enfin, je questionne le participant sur les étapes qui caractérisent la pratique. Puis sur ce point-là, je ne m'attends pas à ce qu'on me décrive la pratique en prenant comme point de départ une règle. Puis j'insiste plutôt sur les critères et les justifications aux conduites adoptées et espère trouver la normativité dans ces justifications-là. Donc, en conclusion, je terminerai juste avec un petit mot sur la manière dont le graffiti interroge le droit et l'art. Quant au droit, c'est sûr qu'à première vue, quand on parle de graffiti, on pense à une pratique qui existe en marge du droit. Et c'est vrai, cela. Par contre, autant au courant de ma recherche documentaire que terrain, je me suis rendu compte qu'il y a du graffiti qui se pratique aussi légalement. Pourtant, et jusqu'à maintenant, tous mes participants ont quand même mentionné que le graffiti perdrait son sens s'il n'avait pas cet aspect d'illégalité-là. Donc, je pense que ce rapport à la légalité-là est intéressant en ce que ça pourrait peut-être être chez les graffeurs une façon de définir le droit. Puis, par contre, pour explorer ce rapport et relever le sens que les graffeuses et les graffeurs donnent à la légalité ou à l'illégalité, il est vraiment nécessaire, selon moi. Et je pense qu'on en est rendu là dans le droit aussi de reconceptualiser le droit et les normes de manière à ce que des champs comme le graffiti deviennent plus pertinents à l'étude du droit, alors qu'à première vue, ils peuvent nous sembler être en dehors du droit parce que, par exemple, il n'y a pas d'autorité formelle qui élabore les normes ou qui assure l'attribution des sanctions. Donc, c'est vraiment une reconceptualisation du droit qui touche notre façon de voir le droit, c'est-à-dire que l'étude du droit ne doit pas seulement servir à relever les défauts du droit étatique ou à chercher à l'améliorer, mais elle peut aussi servir à mettre en valeur la liberté subjective des individus dans l'expérience de la normativité juridique. Puis, en ce qui concerne le rapport à l'art, tel qui a déjà été mentionné, l'art est un seul aspect d'une pratique qui se veut quand même assez complexe. C'est sûr que le graffiti, lorsqu'il a émergé, on pourrait dire qu'il a permis aux individus qui voulaient s'exprimer de le faire en dehors du cadre institutionnel de l'art, et également d'un art public qui ne demande pas la permission et qui ne demande pas l'acceptation sociale. Ce que j'observe dans mes entrevues, c'est que oui, il y en a qui vont associer certains types de graffiti plus travaillés à de l'art, mais chez certains, il y a quand même une hésitation avant de faire cette qualification et association-là. Et j'ai l'impression que pour ces personnes-là, on cherche surtout à se détacher de l'art en tant que symbole, en tant que pratique socialement acceptable qui est de plus en plus accaparée par le droit. Puis j'observe aussi qu'il y a une tension assez forte entre les graffeurs qui pourraient être associés plus à des muralistes versus ceux qui font ce qu'on appelle plus du bombing, c'est-à-dire écrire son nom partout et qui ciblent. Il y en a certains qui ciblent exclusivement ce qui a été fait dans le cadre légal. Donc, au final, je pense que le rapport du graffiti à l'art est très teinté par le rapport à la légitimation d'une pratique qui, à ses débuts,
se voulait comme une résistance subversive à la culture dominante. Donc.